Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail au quotidien. On est sur la toute fin de notre série de bilan 2024 et perspectives 2025 avec les éditeurs de comics en France. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de retrouver un invité qui ne dit jamais non lorsqu'on l'invite, c'est Michael Jérôme de Comics Initiative. Salut à toi Michael. Salut Arnaud, ça va bien ? Écoute, ça va, comme je te le disais juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement, le post-FIBD est assez difficile à encaisser physiquement, signe qu'on ne rajeunit pas hélas, mais j'espère que tu as passé un bon festival également. Un excellent festival pour être tout à fait franc au niveau du nombre de visiteurs et du côté du stand. En tout cas, on a vu beaucoup de monde et ça c'était hyper cool. Et est-ce qu'on peut dire en semi-off qu'on enregistre un dimanche pour vous dire combien Arnaud est passionné à l'idée de vous proposer du contenu régulièrement ? Est-ce qu'on a le droit de ça ? Tu peux le dire, écoute, c'est pas toi, c'est pas moi qui le fais, donc comme ça on pourra pas m'accuser de vouloir flexer ou me mettre en avant plus que ça. Mais oui, c'est vrai. Il se défonce pour les auditeurs et les auditrices. Et quelque part toi aussi, puisque tu acceptes quand même de répondre présent, donc c'est aussi très apprécié de ta part. Bah, écoute, merci, mais bon, on fait au max pour essayer de participer au podcast qui est jamais facile à mettre en place, surtout pendant Angoulême, c'était toujours très compliqué, donc autant le faire agréablement, comme ça, un dimanche à la cool. C'est ça, je pense qu'Angoulême on n'y arrivera pas, en tout cas pas avec toi, parce que t'es toujours sur ton stand, il y a toujours, effectivement, tu ramènes beaucoup d'artistes à chaque fois. T'es aussi hyper sollicité et vu tout le travail que ça incombe derrière quand t'es éditeur, parce que t'es éditeur, mais je veux dire à la différence par exemple de Panini ou du Urban qui peuvent avoir des libraires qui sont employés sur le stand pour gérer. Toi t'es aussi quand même sur le stand presque tout le temps, donc c'est un peu plus compliqué de te ramener à l'écart pour te faire discuter, surtout pendant une bonne heure quoi. C'est un peu difficile je pense. Bah, c'est le côté un peu plus indépendant, effectivement, de la chose, et puis le côté aussi proximité qu'on veut conserver, en tout cas, avec les lecteurs, avec les journalistes, avec tout le monde, en fait, tous ceux qui viennent nous voir, à qui on peut proposer des albums, leur en parler, leur faire découvrir de nouveaux artistes. Bref, c'est le côté. Je pense que c'est surtout le côté passion qu'on veut pas confier à d'autres sur un salon. Alors. Je commence cette interview à chaque fois avec la même question pour toutes les personnes qui sont déjà passées avant toi. C'est quel est ton bilan pour Comics Initiative sur l'année 2024 ? Est-ce que tu peux un peu dégager le sentiment qui t'anime pour dresser un peu le bilan des 12 derniers mois et qu'est-ce que tu as retenu de ce qui a vraiment très bien fonctionné, de ce qui a peut-être moins bien fonctionné, des éventuelles surprises ? Comment est-ce que tu dresses avec le recul maintenant ton bilan 2024, Michael ? 2024 en fait c'est une année je dirais assez étonnante parce que c'est une année sur laquelle on a lancé de nouveaux artistes mais aussi continué des séries déjà entamées et à chaque fois en fait on a eu des accueils assez favorables dessus avec des titres qui ont pu se poursuivre de manière assez classique hein. Je pense par exemple à Kill Lock qui a vu son tome 2 arriver en fin 2020 je me rappelle même plus, fin 2023 et qui a eu vraiment un bel élan en fait en termes de retour sur 2024. Je pense aussi à Mindset qu'on a lancé en tout début d'année qui mine de rien a plutôt été apprécié par les lecteurs et ça c'est cool. Et puis on a lancé aussi des artistes toujours dans notre veine de romans graphiques avec les albums Ephéméra, Une vie fantastique, qu'encore aussi. Et puis parmi les choses entre guillemets qu'on a continué à poursuivre, il y a la création évidemment, l'intégrale de Grégory Sand qu'on a sorti de Jocelyn Billard et Mobias. Et puis parmi les deux titres, les deux temps forts autres qu'on a pu avoir dans le second semestre 2024, on a eu L'Orfèvre d'Aurélien Los qui a vraiment rencontré un accueil et public et commercial, c'est peut-être pas joli de le dire en tout cas, mais en tout cas un accueil. T'es quand même là pour vendre des BD, hein, Michael.
C'est important aussi, hein. Ouais, je vends pas du produit pour moi, on vend une œuvre à chaque fois, mais bon après c'est en tout cas voilà, je suis ravi de l'accueil de l'Orfèvre et de The Good Asian aussi fin octobre qui a été qui nous a fait la surprise comme pour l'Orfèvre d'être deux titres qui ont quasiment été en rupture au placement dès la première semaine donc le placement initial et ça c'était pas forcément attendu par notre distributeur. Donc des bonnes nouvelles. Puis après, il a fallu galérer avec les plannings des imprimeurs pour les voir de nouveau disponibles en librairie sur la fin d'année ou le début d'année, hein, selon le boulot de notre distri. Et puis je pense aussi à Love and Rockets qu'on continue toujours à publier de manière intensive, dirons-nous, mais surtout régulière, avec l'année dernière 4 intégrales et cette année les 4 nouvelles. En tout cas, c'est notre objectif pour pouvoir rattraper d'ici fin 2025, donc les 40 ans en fait de retard qu'on avait à l'origine sur Love and Rockets. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'à la fin d'année ou au début d'année prochaine, on pourra payer un coup pour savourer cet exploit, en tout cas personnel. Donc une année en fait plutôt satisfaisante à plusieurs égards et puis toujours en fait il y a toujours des titres entre guillemets qui peut-être vont moins plaire en termes de vente, mais c'est à nous au contraire de les aider à être plus accessibles ou en tout cas à toucher finalement leurs lecteurs. J'évoquais, tu vois, juste avant Ephéméra de Brianna Lowinson. C'est un livre qui a un petit succès, tout petit succès, mais qui dès l'instant où le livre est découvert, réussit à être apprécié de ses lecteurs ou lectrices. Et ça nous a même valu, tu vois, pour la première fois, un article dans Psychologie Magazine. Je savais pas qu'on pouvait parler de BD dans Psychologie Magazine, donc écoute, super. Voilà, donc il y a des petits éléments comme ça, des petits événements inattendus sur certains titres qui font plaisir. Et ouais, puis comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire le fait notamment d'avoir vu des titres comme l'Orfèvre dans le top 20 de la sélection Fnac France Inter, ça faisait hyper plaisir. D'avoir The Good Asian en sélection à Angoulême et d'avoir le First Print Award aussi, hein, ne l'oublions pas, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, voilà, c'est une belle année en tout cas. Moi, j'estime pour Comics Initiative et voilà, ce qui devrait nous mobiliser pour que 2025 soit encore meilleur et 2026 encore meilleur également. De toute façon, t'as pas l'intention de t'arrêter, hein. Ça fait 8 bonnes années maintenant que Comics Initiative existe. Tu vois un peu l'horizon des 10 ans, de l'anniversaire des 10 ans, ce qu'il faudra faire pour fêter ça? Ouais, évidemment, un grand concert. Voilà, je pense qu'on va privatiser le Hellfest. Je nous le souhaite. Non, mais on va faire, en tout cas, déjà, si tout va bien, on prévoit de belles choses voilà, pour Angoulême 2026. Si ça se confirme, ça devrait faire un bel événement. Donc je tairai voilà, tant que ça se fait pas, j'y crois pas. Et puis après arrivera 2027, effectivement, les 10 ans de Comics Initiative. Donc ça va être il y a déjà des idées, des trucs qu'on commence à évoquer avec des auteurs. Donc ouais, ça peut être assez cool. On va voir. Alors Il y a de belles surprises. Ouais, pour revenir un peu sur les différents titres, alors c'est vrai que c'est un concept que tu as quand même développé depuis maintenant un an ou deux sur le double feature, pour proposer certains titres assez pop en général. Est-ce que c'est vraiment juste un peu, on va dire, l'ambiance du bouquin qui fait que tu places ces albums dans une campagne en double feature plutôt que certains autres que tu te plais ou que tu te laisses à mettre tout seul dans une campagne? Je pense que par exemple Mindset ou Concord, tu t'en fais une campagne dédiée, et pour Backtrack et Red Mass Formas, alors que l'un a quand même aussi Jonathan Hickman dans son équipe créative. Tu les as compilés tous les deux. Comment est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu comment cette démarche fonctionne pour toi? Eh bien, écoute, elle fonctionne selon mon esprit malade et torturé. Voilà, résumé très court, réponse courte. Non, par exemple, dans le cadre de Mindset ou de Cancor, on a des titres qui demandent, je dirais, une explication qui est peut-être plus technique, plus complexe à décrypter, et pour les soutiens, les visiteurs des projets Ulule, les découvrir en tout cas demande forcément un temps de lecture plus instantané.
moins instantané, pardon, et au contraire donc plus approfondi. Il y a par exemple, Mindset, la présentation, l'idée c'était vraiment de s'immerger dans l'écriture de Zach Kaplan et du récit qu'il allait proposer. Qu'encore, l'idée c'était vraiment de découvrir un univers complètement barré. Et lorsqu'on propose par exemple un double feature effectivement avec Backtrack et Red Mass for Mars, là on est plutôt dans l'état d'esprit d'aller chercher un côté entertainment, grand spectacle, popcorn dans cette campagne-là. Là où dans d'autres, on va essayer d'imposer on va dire dans la philosophie de la campagne une certaine idée. Par exemple, quand on avait couplé Orphan avec Starseeds, c'est deux titres qui sont très très différents, et pour autant tous les deux ont un univers extrêmement puissant, extrêmement fort, et je trouvais que on pouvait les proposer à part, l'un à côté de l'autre, dans deux campagnes différentes, là où j'étais persuadé, et je le suis d'ailleurs encore, que un titre peut également coopter et donner envie au même lecteur d'aller creuser, explorer le deuxième univers pour découvrir une nouvelle chose, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant quand on a la possibilité de le faire, d'imaginer des choses comme ça. Il y a certains auteurs qui, par leur nom, vont aussi ramener forcément des fans, tu vois, des lecteurs assidus. C'est une œuvre qui peut être attendue, ce genre de choses. Et dès lors qu'on va proposer l'autre titre, du coup, il va profiter un peu plus d'une certaine lumière qu'il n'aurait pas eu sans ça. Donc ouais, dans les doubles features, il y a toujours des idées un petit peu différentes à creuser là-dedans, et je trouve ça plutôt assez fun. En tout cas, voilà, moi ça m'amuse bien d'essayer de trouver des points communs parfois, ou des philosophies identiques selon les œuvres qu'on propose. Ouais. Mais c'est toujours, en termes d'organisation, quelque chose que tu décides tout seul sur le planning éditorial. C'est toi qui cherche les titres, prends les options. Et là, je parle que des acquisitions de droits. Quand tu fais ton planning sur l'année ou sur les mois à venir, c'est toujours Michael Jérôme qui décide de tout le planning. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aide. Non, il y a pas de sombre sorcier ou mania caché qui propose ça. Xavier Niel n'a pas racheté KI, je sais pas. Pour l'instant, Elon Musk encore moins. Non, là-dessus, non, c'est effectivement. Je pensais plus à un assistant éditorial qu'un grand mécène multimilliardaire. Non, pas encore. Tiens, dans les points super positifs de 2024, c'est bien comme ça me tendre la perche, mais c'est vrai qu'on a pu, que j'ai pu en tout cas incorporer, du coup, Diwanza au sein de l'équipe pour comme ça apporter sa fraîcheur, son dynamisme dedans. Et pour l'instant, non, pas encore. On va dire, il y a plein de choses qu'on travaille ensemble, ou vers lequel on peut tendre. On va dire, je suis tellement déjà barré, ou en tout cas varié dans mes propositions, que effectivement ça recoupe parfois aussi celles qu'elle pourrait faire. Donc ouais, non, c'est pour l'instant, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ce qui ne se dit pas, c'est toujours le cas. Et donc oui, effectivement, quand il y a un double feature, c'est du 100% Michael. Et alors, comment c'est une question, c'est au fur et à mesure de l'évolution du marché, toi, tu continues à vouloir essayer d'aller sur des titres peut-être qui ne trouvent pas preneur ailleurs, ou qui ne sont pas identifiés par les autres. Est-ce que tu te positionnes un peu par rapport à ce que tu vois en fait de ce que les autres maisons d'édition publient? Comment est-ce que tu réagis en fait par rapport aux fluctuations des propositions éditoriales en France? En fait, le succès commercial n'est pas synonyme de la qualité d'une œuvre, déjà. Bien entendu. Et pour le coup, on a certains titres dont le parcours est assez chaotique. On va voir, on va dire, des chiffres qui sont pas forcément foufou au départ, mais qui petit à petit vont parvenir à s'installer. Je pense à un titre comme Homindio de Jim Terry, qui a trouvé vraiment son public au fur et à mesure, au point que moi, la philosophie, en tout cas la manière de le penser autour du titre, que lorsqu'on échangeait avec notamment l'éditrice de Jim, c'était de se dire que de toute façon c'est un titre qui resterait au catalogue de manière éternelle, ad vitam aeternam, dans l'idée que une fois que les quantités seront complètement épuisées de l'album,
pourquoi pas le reproposer de manière différente. Enfin bref, essayer de retravailler ce titre pour qu'il fasse réellement partie intégrante du catalogue de Comics Initiative de manière définitive. C'est un titre qui était plutôt assez discret au départ et qui, on va dire, gagne des lecteurs et surtout des retours toujours plus positifs. Il y a un côté adhésion en fait sur certaines œuvres qui fait plaisir. Et donc ouais, non, par exemple, le côté démarche par rapport au marché, moi je le vois pas de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi un côté où il faut absolument, enfin moi je prône le côté diversité dans le catalogue depuis le départ. Je sais que je torture un petit peu les lecteurs en leur disant des fois, bah tiens, on va faire du Kirby, puis après on va faire du Foxboy, puis après, tiens, pourquoi pas aller vers un titre d'horreur ou un titre de je sais pas, enfin de science-fiction. Bref, j'aime bien les emmener dans des territoires assez différents, tout le temps variés aussi en termes de thématiques. J'aime bien que chaque titre parle de quelque chose. Et puis, on a quand même un côté où l'idée, c'est réellement de proposer des choses nouvelles, différentes et qui vont pas, on va dire, susciter une certaine lassitude. Moi, voilà, la lassitude, je la ressens régulièrement en termes de pur lecteur. Je suis très content quand il y a des propositions graphiques, des propositions narratives qui sont nouvelles, différentes, et en ça, c'est un peu moi l'état d'esprit que j'essaye d'insuffler chez Comics Initiative. Si l'ennui me guette, c'est que c'est mauvais signe entre guillemets par rapport à un titre qu'on va proposer. Quand on propose par exemple les Love and Rocket, je sais que je signe pour des années de parution et je le fais. On va dire de bonne foi, en me disant que de toute façon, il est impossible de se lasser d'une œuvre dont même les auteurs passent leur temps à se remettre en question sur leurs idées, leur histoire. Et rien que tout ça, en fait, fait que on va dire, il y a une sorte d'ADN commun entre la manière d'appréhender par les auteurs leur série et Comics Initiative sa ligne éditoriale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à comprendre au départ ce que je voulais faire, en disant mais je comprends pas, il passe d'un univers à un autre, c'est un petit peu chaotique. Là, moi, je l'ai toujours vu presque comme je donne souvent l'image d'un arbre. L'arbre grimpe, il y a une branche qui se développe d'un côté, une autre dans un autre registre à l'opposé du tronc. C'est toujours comme ça, en tout cas, que je vois les choses, et c'est pour ça d'ailleurs que régulièrement on lance de nouvelles collections. Il y avait la collection consacrée aux œuvres graphiques, aux romans graphiques en début 2021, si je dis plus de bêtises. Mais également de la jeunesse. Là, on a la collection qui propose des formats manga avec notamment John Cookie dans Mourir ne suffit pas, avec Revengeful. Et puis là, cette année, on a Waves qui arrive. Bref, chaque chose, on va dire, chaque pierre se met petit à petit. Voilà, on construit les choses progressivement. Et lorsqu'un titre a des difficultés, c'est pas pour autant que je compte l'abandonner en fait. Moi, tiens, on peut parler d'une œuvre un peu compliquée, par exemple comme Star Seeds. Star Seeds, c'est une série qui donne un bilan un peu abscon chez certains lecteurs, c'est-à-dire qu'ils savent pas ce qu'ils ont lu, ils comprennent pas. Et on n'a pas eu les clés du mystère au chocolat, pour parler de Stupéflip. On va dire que c'est assez compliqué de s'immerger dans cet univers-là, mais par contre, une fois qu'on a commencé à le décrypter, on se rend compte que l'auteur est juste complètement fou et qu'on a vraiment envie d'aller plus loin dans cet univers qui graphiquement est assez incroyable, hein, faut être honnête, et qui derrière propose une expérience de lecture assez nouvelle. Donc, par exemple, Star Seeds, on sortira le 3e volume en temps et en heure, ça c'est clair. On en discute déjà avec Fantagraphics et avec Charles. Mais également, pourquoi pas tenter un autre album de Charles qui n'est pas disponible ailleurs jusqu'ici. Parce que l'idée et la volonté, c'est de se dire que peut-être qu'en le présentant autrement, avec un autre univers, on pourrait peut-être, on va dire, aider à ce que plus de lecteurs succombent au charme de Star Seeds. Donc moi je vois pas un titre comme un succès plus qu'un autre. En fait, je pense que chaque titre mérite un accompagnement identique, ou en tout cas attentionné. Je sais pas si j'ai répondu à la question, j'aime bien dire cette phrase, mais quand je fais très long.
Oui, sinon je t'aurais interrompu avant, de toute façon, même à distance, mais ça m'interpelle sur quelque chose dont j'aimerais bien avoir ta perception, justement. Quelle est pour toi la perception d'un succès pour un album vendu? Et je pense que c'est lié par rapport à tes tirages, parce que tu m'arrêtes si je me trompe, mais de mémoire, Comics Initiative ne fait pas de réimpression. En tout cas, on va aborder quand même des contre-exemples juste après, mais c'était toujours sur une logique de tirage unique parce que tu voulais avoir le stock le plus petit possible pour ne pas avoir à faire de pilonnage. Et donc, les campagnes de financement participatif, c'est notamment pour pouvoir un peu avoir une appréhension de combien tu vas tirer. Et forcément, je veux dire, tes campagnes sont, je pense que tu en as loupé aucune. Il y en a aucune qui n'a pas marché depuis le lancement. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Ouais. Après, c'est-à-dire que si je regarde parfois une campagne qui est à 200%, tu regardes le nombre de contributions, ça fait 300 contributions, donc tu te dis ok, donc t'as 300 lecteurs grosso modo d'assurés. Est-ce que tu tires à 500 dans ce cas pour te laisser une marge? Comment est-ce que tu gères? Et surtout après, la question c'est, et ton stock il se trouve où? Est-ce que tu as une immense cave ou pas? Mais comment ça se passe ça? En fait, il y a plusieurs questions en une. La première, Ouais. effectivement, la question du tirage, elle est ultra importante. L'idée, c'est que chaque livre parvienne à être à l'équilibre. Ça, économiquement parlant, c'est quelque chose qui est, on va dire, primordial pour une structure indépendante. Et pour le coup, on n'a pas j'en sais rien, un méga gros vendeur, on va dire, qui est l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Euh, L'idée, c'est plutôt de se dire que un titre qui va effectivement avoir plus de lecteurs potentiellement, on va dire, qui aurait adhéré à la campagne Ulule, bah forcément, on peut estimer que le nombre de lecteurs sera aussi plus important par la suite dans la partie diffusion-distribution qu'est la librairie. Là, pour le coup, on a mis plusieurs années à aussi s'ajuster en termes de tirage pour effectivement toujours avoir en priorisation l'anti-pilon, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui dans l'industrie du livre est très compliqué à évoquer, à lutter entre guillemets. C'est quand même un phénomène qui est intégré dans l'équation initiale de beaucoup de structures. Euh, la question du tirage effectivement a toujours été de se dire imprimons au mieux, c'est-à-dire au plus proche des besoins que vont avoir nous en termes de structure Comics Initiative, c'est-à-dire via les Ulule, via nos besoins pour le site internet, les salons, mais également pour la distribution en librairie. Là, pour le coup, on a une double, voire une triple analyse qui est faite selon des équations mathématiques et des tableaux Excel qu'on a mis en place. Et puis surtout, il y a quand même aussi le retour qui est extrêmement intéressant du métier, en fait, d'une partie qu'on connaît pas, qui est celui des libraires. En fait, il y a des libraires qui peuvent croire et adhérer à un titre alors qu'on ne s'y attendait pas. Et ça, pour le coup, c'est notre diffuseur-distributeur qui lui va nous faire ce retour-là. Donc, on est passé, par exemple, au départ de tirages qui pouvaient être extrêmement courts. On pouvait imprimer 500, 1000 exemplaires selon certains titres, et à d'autres sur lesquels on monte sur des chiffres beaucoup plus importants. Parce que la demande est beaucoup plus forte de l'autre côté. Et c'est là où je dirais faut pas lâcher la bride. Faut faire attention et le faire de manière cohérente. Quand on a par exemple The Good Asian qui était en rupture au placement, déjà c'est une très bonne nouvelle parce que ça voulait dire que le titre était attendu aussi par des lecteurs qui ne nous suivent pas sur Ulule, ne nous connaissent peut-être qu'en librairie, ou ne nous connaissaient peut-être même pas, j'en sais rien, ou voulaient avoir le The Good Asian en version française, que ce soit écrit Comics Initiative, Pimpon Comics ou je sais pas quoi dessus. Derrière, on a entre guillemets, il a fallu repenser notre économie autour du titre pour se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le réédite, à quelle hauteur on le réédite. On a dessus déjà un premier tirage qui était important, suffisamment important en tout cas pour un placement qui était plus proche des 3000 exemplaires qu'autre chose sur la première édition.
lorsqu'il s'agissait de le réimprimer, c'est vrai que des questions se posent. Est-ce qu'économiquement, pour que ça tienne encore la route, on enlève le dos toilé? Est-ce qu'on enlève la dorure? Est-ce qu'on affine le papier? Ce genre de questions-là, je trouvais en tout cas assez dommage d'y penser, en sachant que nous, on a toujours voulu que le The Good Asian soit beau comme ça. Et le reste, donc on s'est dit, bah, on est encore sur une première impression, entre guillemets, sur une première vague liée à la sortie. Malheureusement, les quantités demandées par notre diffuseur-distributeur étaient complètement erronées, on va dire. Il nous en a pas demandé assez, hein, clairement. Donc on a retiré en prenant le pari de se dire, bah, ce nouveau tirage, qu'est-ce que ça va donner? Ça semble bien partir, évidemment, donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah écoute, si dans 2 ans on n'en a plus du tout, bah on se reposera la question de le rééditer, mais peut-être différemment, je sais pas. Mais là, en tout cas, il fallait surtout soigner les lecteurs qui faisaient partie de cette première vague. Il y a des lecteurs qui le voulaient pour Noël, par exemple. Donc c'était dommage de pas l'avoir. Donc il y a vraiment en fait c'est source de nombreux nœuds au cerveau, la question du tirage. Parfois on peut très bien croire énormément à un titre, l'imprimer plus que nécessaire et faire un four complet. Ça peut arriver. Je touche du bois. Si ça nous arrivait, c'est de manière extrêmement rare. Je préfère me retrouver dans une situation où il faut réimprimer un peu que l'inverse. Prenons par exemple l'exemple du premier tome de Foxboy, Troisième Souffle. On l'a réimprimé au bout de 2 ans et demi, je sais plus. Attends, peut-être 3 ans, pardon, parce qu'on n'en avait plus du tout. Le tirage était déjà important pour nous. Mais on l'a réimprimé en nombre parce que c'est un titre de création, c'est un titre qu'on garde au catalogue éternellement, en tout cas le plus longtemps possible, tant que Laurent veut continuer à travailler avec moi. Et là-dessus, voilà, l'idée ça va être de maintenir ce titre-là, donc avoir du stock, pouvoir le présenter ad vitam aeternam. Refaisons du latin. Donc ouais, non, c'est simple et complexe à la fois. Pour moi, c'est pas, mais c'est vrai que c'est une gestion, on va dire, qui est un peu, qui est assez différente même de celle qu'on va pouvoir rencontrer à travers les interlocuteurs classiques de l'industrie comics, en fait, qui vont fonctionner principalement avec les chiffres exigés par le distributeur, et dès l'instant où un titre ne fonctionne pas, par exemple le tome 1, le placement se révèle pas foufou, mais bon, ça passe, et que finalement on se retrouve avec le sacro-saint 30% des ventes liées au placement, bah du coup derrière qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on fait un tome 2 sachant qu'économiquement on sera pas rentable? Si c'est monter les prix qui est juste entrevu comme la solution, c'est un petit peu dommage de pas l'avoir anticipé avant. Donc ça, en fait, ces éléments-là, par exemple, font partie des choses sur lesquelles moi je fais attention aussi. On a bien vu les différentes crises passées, économiques, papier, tout ça. Mais pour le coup, on essaye de toujours être bien placé niveau tarifaire par rapport aux livres qu'on propose. Il n'y a pas eu de véritable hausse, par exemple, depuis le confinement chez Comics Initiative. Alors on a eu 1 € de plus, par exemple, pour By the Horns. Entre le tome 1 et le tome 2, on est passé... où on a quand même eu 80 pages de plus pour 1 €, donc je pense pas qu'on puisse nous traiter de voleurs à ce niveau-là. En tout cas, voilà, le but c'est toujours d'essayer d'avoir un équilibre permanent et régulier entre tout. Il y a des équilibres qui sont plus difficiles à trouver, ça c'est évident, mais on va dire je touche du bois et j'essaye d'en toucher à proximité de moi, ça tient la route. Et donc le stock, tu le caches où alors? Eh bien, écoute, c'est en différents lieux et endroits, évidemment. Un jeu de pistes sera organisé pour l'édition de Comics Initiative. Retrouve le stock de Comics Initiative. Et si tu le retrouves, tu le gagnes. Si tu le gagnes, voilà, gagne ton poids en BD. Ah, ça pourrait être marrant, ça, de le faire, ça, d'ailleurs, une fois. Mais donc non, mais le stock en fait il est réparti à différents endroits. Il y a un lieu de stockage évidemment qui est réservé. Il y a le stock évidemment qui est aussi chez le distributeur, parce que le distributeur lui ça fait partie de son métier de stocker les livres. Et c'est cette alliance entre guillemets entre 2-3 zones de tampons, enfin dont une autre zone tampon, qui font qu'on arrive à pouvoir être au taquet pour un salon en ayant notre propre stock, par exemple, qui est disponible dans l'immédiateté, tu vois.
Donc voilà, donc le stock, ouais, non, mais voilà, bah après, faut donner les adresses, tout ça. Non, 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 t'inquiète, mais c'est juste par rapport au fait que, comme tu as une politique de non-pilonnage, la question c'est aussi de dire, bah, parce que quand même, au bout de 8 ans de publication, même si tout n'est pas écoulé à chaque fois à 100%, c'est que forcément, le stock, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Hein. Une des choses sur lesquelles je fais hyper attention, c'est notamment le surstock chez notre distributeur. C'est des choses qu'on va aller récupérer, par exemple, ou qu'on demande à récupérer, parce que derrière, on va pouvoir le reproposer ces titres nous-mêmes. Est-ce que, par exemple, les titres les plus anciens qu'on avait, je pense à Rover et Charlie, c'est des titres qui tournaient quasiment plus en librairie. Nous, on les a repris. Dès l'instant où on les reprend, bah, c'est vrai que tu en emmènes 2-3 en salon, bah, hop, ils trouvent preneur très vite. C'est des choses comme ça, par exemple, qui sont faites. Enfin, pour moi, le but, c'est que j'aime bien dire quand on nous confie un titre, quand c'est un achat de droit, bah, faut pas gâcher cette occasion-là et le proposer le titre jusqu'à son dernier exemplaire auprès des lecteurs. C'est important. Puis au pire, tu peux, enfin pas au pire, mais je veux dire, tu fais aussi maintenant des braderies, notamment via votre site internet à intervalles réguliers, ce qui te permet aussi d'écouler quelque part alors le stock où tu sais que c'est des titres qui sont techniquement en fin de commercialisation. C'est ça, c'est des titres qui sont en arrêt de commercialisation, parfois aussi des versions collector qu'on peut avoir un peu en surstock, donc on les propose. Là, en tout cas, nous, même moi, j'aimerais bien développer cette idée-là pour que les titres en fin de vie soient proposés aussi via les libraires directement. Mais c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on nous a déconseillé au niveau de la distribution, nous disant c'est compliqué, etc. Ce qu'il faut comprendre stricto sensu, c'est que bah, forcément vendre un bouquin 9 euros au lieu de 20, ça rapporte moins de marge, et que je pense que si certains libraires seraient ultra partants pour le faire, c'est moins le cas de la distribution sur ce type de pratique. Donc ouais, non, sur le site de temps en temps, effectivement, on propose soit les retours, soit les arrêts de com, ce qui permet comme ça d'éviter tout gâchis. Très bien. Entre les acquisitions de droits et les créations, tu penses que tu es sur quel type de proportion? J'ai quand même l'impression que le volet création prend de plus en plus d'importance au sein de ton catalogue. Alors, est-ce que c'est une impression ou est-ce que tu peux me l'attester? Alors peut-être parce que comme on est en France, on va dire les auteurs sont plus proches pour venir me harceler. Il y a peut-être cet aspect-là. Oui, il y a beaucoup on en a eu beaucoup ces derniers mois qui se sont lancés. Il va y en avoir à nouveau beaucoup qui vont être proposés cette année, l'année prochaine. Je sais pas. En fait, je vais être franc, je regarde pas forcément ça. Moi, je suis plutôt en train de trouver des équilibres de sortie chaque mois pour me dire, bah tiens, on a un titre qui est assez fort, qui, je pense, devrait trouver son public plus facilement qu'un autre. Mais si on propose celui-ci, ça devrait aussi, tu vois, avoir un petit écho assez intéressant. Et ce jeu-là qui veut que parfois c'est un titre de créa qui va tirer les autres vers le haut. Parfois, c'est l'inverse, c'est un titre d'achat de droit qui va entraîner les autres. Donc cet aspect-là, en fait, et pour moi, en fait, c'est propre à l'ADN de Comics Initiative aussi, parce que c'est vrai que si on prend l'exemple de Kirby Enemy, qui était le premier livre, on était sur une sorte de création autour d'un univers qui finalement n'était pas était celui de Jack Kirby uniquement. Puis très vite, on a lancé de la création avec Foxboy aussi, donc c'est vrai que on a un petit peu, puis de la traduction, pardon, j'allais dire aussi, Young Romance notamment. C'est des choses qu'on a enchaînées assez naturellement et très vite. Donc tout ça fait que puis je trouve ça plus intéressant. Enfin moi à titre personnel, je trouve ça plus intéressant de se dire que la créa, en fait, c'est aussi ce qui va nous différencier d'une partie d'autres maisons d'édition qui vont se concentrer, tu vois, sur certaines lignes éditoriales. Panini, on les verra assez peu faire de la création. C'est assez sporadique, par exemple, dans leur histoire. Je suis même pas sûr qu'ils en aient fait. Ils sont principalement de l'achat de droits. T'as quelques créations italiennes qui ont été aussi éditées en France, en fait, qui sont des créas initiées par Panini mais en Italie, mais qui arrivent après en France, ouais. Nomen Omen notamment de mémoire. Oui, c'est ça. Donc on est sur presque un achat de droit lié à la frontière, mais ouais, clairement. En tout cas, ouais, moi ça me laisse à penser qu'on a tout à inventer en fait. Tu vois, que ce soit la manière de l'appréhender en créa, et puis c'est surtout
Enfin, je vois aussi l'occasion de se dire qu'on a la possibilité en achat de droit comme en création de proposer aussi bien à des auteurs dont le nom est reconnu, tout comme à des nouveaux venus, la possibilité de pouvoir sortir leur livre, de le proposer, d'essayer de leur proposer du mieux possible. Je parle en termes de finition, de qualité, etc. Pour que derrière, tout le monde puisse être parfaitement on va dire, équipé pour défendre son œuvre. Donc ouais, non, c'est. Et puis si, pour moi, c'est ça, ça fait. Si le but c'était juste de traduire un titre, ce serait un petit peu dommage, tu vois. Enfin, c'est un boulot comme un autre, mais c'est pour moi, c'est pas être éditeur, c'est toucher un petit peu à tout en fait. C'est bon, peut-être que parce que je suis un peu touche à tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, non, ça fait partie ouais, de l'ADN de KI et c'est vrai que non, sur cette année, on a pas mal de titres de créa qui vont arriver et à nouveau dans des registres très différents, dont certains sont complètement nouveaux pour nous. Donc ça va être assez cool. Dont certains, voilà, je pense par exemple à l'île Mort, tiens, qu'on va prochainement lancer, qui est un titre historique basé autour d'une sombre période du stalinisme, écrit par Fred Parazzoni et Vincent Geggia au dessin. Ça, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a fait. Leur précédent bouquin, c'était publié aux arènes. Donc on a un style qui est pas forcément comics entre guillemets, mais pour moi, ça trouve tout son sens dans la portée de l'œuvre en fait. Tout comme pour moi, il n'y a aucun problème de le mettre à côté d'un Holy Roller de Rick Remender, tu vois. Donc pour moi, dans mon esprit, tout ça cohabite, tu vois. Tu peux très bien avoir les frères Hernandez, Laurent Lefebvre, James Tokwe, côte à côte, c'est pas gênant. Ouais, Dans ma tête, c'est normal. Ouais, et puis de toute façon, on est d'accord aussi que pour toi, tu t'envisages pas le fait qu'il n'y ait qu'un seul lectorat Comics Initiative qui irait voir tout ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des titres qui s'adressent à certains lecteurs enfin, effectivement, quand tu vas voir Petrolhead ou, et même d'ailleurs, même dans les acquisitions de droits, je veux dire, le lectorat de Verse, c'est pas forcément le même que celui de Petrolhead, qui sera pas non plus le même que pour Hocus Pocus, ou pour, Papy Génial et les titres très jeunesse que tu proposes, tu vois. C'est tout le monde n'est pas obligé de tout lire en fait de ce que tu proposes. Ah bah ben non, clairement. Et puis c'est aussi c'est l'union fera la force. Reprenons une phrase de Massisteria. Il y a de ça en fait, c'est-à-dire que il y a des lecteurs qui peuvent tout prendre, ils peuvent très bien, tu vois, lire les titres, on va dire adultes en tout cas, et derrière se dire que bah, Papy Génial, c'est super de le montrer à ses gamins ou à ses petits enfants, j'en sais rien. Et à l'opposé, se dire que il y a des lecteurs qui nous connaissent que pour la jeunesse. En tout cas, voilà, on travaille la jeunesse pour qu'on nous connaisse un petit peu là-dessus aussi. Euh, Bref, en fait, il n'y a pas un lectorat, puis il y a même des lecteurs qui achètent du Comics Initiative sans savoir que c'est du Comics Initiative dessus, tu vois. Il n'y a pas de, en fait, les lecteurs ne nous appartiennent pas. Enfin, tu vois, ce serait pas normal de le croire. C'est-à-dire que on peut très bien, tu vois, par exemple, c'est pas parce que j'ai lu Panini du Marvel pendant des années que j'appartiens à Panini. J'ai dû leur faire baisser le chiffre d'affaires ces dernières années, j'en suis navré, mais c'est vrai que je suis plus forcément autant de manière assidue les publis Marvel ou DC. Enfin, tu vois, y a pas de camp pour moi là-dessus. Mais non, chaque titre, en fait, c'est pour ça que je dis que chaque titre doit avoir un équilibre, certes financier, mais il y a aussi un équilibre aussi en termes de lecteurs. Il faut réussir à trouver les lecteurs pour chaque album. C'est en ça que la démarche est assez intéressante et aussi, faut pas se leurrer, casse-gueule également parce que si on faisait que des fours, bah écoute, hormis relancer l'industrie de la cuisson, on ferait pas grand-chose. Oui, c'était nul, hein, je confirme. Oui, c'était pas. On t'a connu plus en forme, mais en vrai, je suis capable de faire des choses pareilles, donc c'est pas moi qui vais te blâmer là-dessus. Je revenais aussi juste sur The Good Asian et l'Orfèvre, puisque tu l'as mentionné en début d'année dans ton bilan, c'était quand même deux titres qui ont cassé le plafond de verre, hein, on peut le dire, du lectorat, dans le sens où ça a été l'un sélectionné pour le prix BD Fnac France Inter d'un côté, et de l'autre donc effectivement dans la sélection Fauve Polar du FIBD,
où il n'a injustement pas gagné, alors qu'à mon sens c'était quand même le plus pertinent des cinq autres. Mais ça ça ne m'appartient. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est un devoir de réserve, on va dire. Je me force à l'avoir en tout cas, mais je partage assez bien ton. Non, il y a d'autres titres qui étaient assez sympas. Le gagnant n'était pas mon préféré non plus. Voilà. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu y accordes en fait, c'est pas la première fois de toute façon que tu as des titres qui sont sélectionnés au FIBD. Mais quand même, est-ce que là, j'ai l'impression, est-ce que tu te dis que ça, c'est une preuve aussi de la portée de ton travail, est-ce que c'est quelque chose auquel tu attaches un peu d'importance? Est-ce que ça s'est ressenti aussi après, j'imagine, soit dans les ventes de la BD, soit dans le fait qu'on vienne plus t'en parler? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Alors, pour répondre à la dernière partie de la question, concernant les ventes, je le vois pas forcément, en fait, en vrai. Je pense que la sélection Fnac France Inter a plus d'importance que commercialement que. Alors, évidemment, je parle que de la catégorie polar pour The Good Asian, où j'ai pas forcément vu un effet FIBD, sachant que le titre était sorti fin octobre, qu'on était déjà en cours de réimpression, donc il y a peut-être ça qui est un peu faussé. Je le vois, moi le constat, je le vois aussi par rapport à Foxboy qui avait été sélectionné, à Love and Rockets qui l'avait été également, ou à Sky Masters. C'était des choses, ces titres-là ont eu une mise en avant qui était plus intéressant, enfin qui était intéressante en tout cas via ces sélections-là. Est-ce que ça a généré des chiffres colossaux de vente? Je vais être franc, soit mon distributeur a pas bien rebondi dessus, ce qui est une possibilité, soit les libraires étaient complètement débordés et ont priorisé le Fauve d'Or, ce qui est souvent le cas. Je dis pas que les libraires favorisent le Fauve d'Or, mais en tout cas le Fauve d'Or, dès l'instant où il est révélé, se vend plus facilement en fait. C'est comme si on élisait la BD de l'année chez Télérama, forcément le lectorat de Télérama ira plus facilement acheter cette BD-là que lire les autres qui sont en sélection qui ont pas remporté le prix. Mais tout ça fait que il y a un côté assez intéressant à voir, en tout cas régulièrement être sélectionné. Ça montre effectivement que soit il y a des titres où je ne me trompe pas, soit que le travail a été suffisamment bien fait pour qu'il mérite de l'attention. Donc partant de là, c'est positif. On est tout petit, j'aime bien le rappeler, mais c'est la réalité. On n'a pas forcément des armes de communication autour qui peuvent soutenir les titres de manière aussi importante que de mettre du 4x3 dans le métro, enfin sur les bus, enfin tous ces éléments-là sont des choses qui la communication coûte très cher et sur lesquelles nous on n'a pas forcément les mêmes armes. Donc pouvoir voir nos titres aller et figurer dans des sélections font extrêmement plaisir. Et puis mine de rien, l'Orfèvre a remporté 2 titres, on va dire plutôt discrets, mais enfin tu vois, ça fait tout super plaisir. C'est un jury composé d'étudiants en école de l'art, notamment dont c'est la première édition. Le titre remporte voilà, la première édition, c'est super cool. Les First Print Awards aussi, d'ailleurs, super cool de voir que pour la première édition, tu vois, on a que The Good Asian l'ait remporté. Donc, en vrai, j'ai presque envie de dire, moi, je suis pas là. Comme tout le monde, on a envie d'avoir le bon point, comme à l'école, tu vois. Mais derrière, c'est pas parce qu'on l'a pas qu'on doit s'arrêter. Moi, je suis par exemple vraiment super content de voir que des titres comme Au-dedans, comme Garçon aient figuré dans la sélection finale. C'est des titres qui, à mon sens, méritaient toute l'attention. Donc après, certes, les titres, on va dire, n'ont pas forcément gagné, comme Good Asian d'ailleurs, mais c'est pas pour autant que leur intérêt ou que leur qualité est diminuée. Il y a souvent eu des titres qui ont remporté des prix qui, à mon sens, n'avaient pas forcément les qualités nécessaires, mais c'est mon avis, ça reste clairement subjectif par rapport à un jury composé de plusieurs personnes qui a estimé que voilà. Donc oui, ça fait plaisir toujours. On dit qu'au foot, seule la victoire est belle. Moi, je suis pas d'accord en fait. Je trouve que rien que d'être sélectionné, ça montre qu'on a su proposer parmi des sorties qui sont quand même assez extrêmement nombreuses. Ouais, c'est 5000 par an. Donc j'en fais pas 5000, tu vois. J'ai pas encore eu le temps, l'organisation pour, mais voilà, ça veut dire que parmi tout ça, il y a au moins un de nos titres qui a été vu par le Fnac France Inter, par First Print et par le FIBD, donc c'est cool.
Moi, je dirais toujours, moi, on me demanderait, je mettrais tous mes titres en sélection, hein, ça me ferait plaisir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est pas grave. Faut pas jouer pour gagner. Voilà. Là, on peut pas jouer pour gagner. J'allais te demander si pour 2025, pour aborder un petit peu le futur, par rapport quand même à des problématiques qui sont celles que l'on connaît tous en France depuis quelque temps, c'est-à-dire inflation, baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que toi, tu veux ajuster aussi ton nombre de titres par an? Est-ce que tu comptes peut-être diminuer, ou est-ce que toi, tu estimes que tu as de toute façon un volume de publication annuel qui fait que bah voilà, tu te ressens pas forcément le besoin de décélérer. Euh, alors, déjà, il y a plusieurs choses qui sont en cours chez Comics Initiative, notamment pour être clair, on va changer de partenaire en termes de distribution, ce qui fait que bah, forcément, ça va impliquer une certaine modification. Cette modification-là, elle aura surtout pour volonté de faciliter, on va dire, l'envoi et la réception des livres auprès des libraires, puisque c'est vrai que les délais de notre précédent distributeur étaient assez lents, pour pas dire plus lents que ça. Là où notre nouveau sera au contraire extrêmement rapide. C'est peut-être une info, tu vois, qui est mine de rien hyper intéressante dans la recherche de bah, on va dire de facilité de contact des lecteurs auprès de nos titres. On les trouvera plus facilement, plus rapidement, voilà, que ce soit sur commande ou en boutique. Rien que cet aspect-là fait qu'on doit nous en permanence aussi ajuster les plannings, qu'il y a des choses qui bougent. Donc cette année va être entre guillemets une année stable là-dessus. Pour moi, en termes de publication, c'est vrai que en général, on publie environ 2 titres par mois au minimum. Là, on sera en tout cas sur des ratios similaires, voire voilà, on va peut-être finir un peu autour d'une trentaine de titres à l'année, toujours dans des registres très différents, évidemment. Et ce qui fait que ça nous laissera ensuite planifier les choses pour 2026 aussi avec une nouvelle, on va dire une nouvelle dynamique. Donc là-dessus, le côté évolution économique, elle est importante. Les modifications aussi du nombre de parutions pour les collègues, concurrents, peu importe comment on appelle les autres structures, sont dues aussi sont dues à leur structure en elle-même, c'est-à-dire qu'il est moins facile de bouger quand on est une grosse structure où on peut avoir plus de mal à se remettre de plusieurs échecs d'affilée. C'est vrai que Comics Initiative, là pour le coup, on a l'avantage d'être indépendant et donc de rebondir plus rapidement, de pouvoir aussi ajuster nous-mêmes nos plannings de façon bien anticipée. Donc, par exemple, tu vois, on a longtemps repousser un titre, alors pas parce qu'on voulait le repousser, mais parce on veut en fait super bien le travailler, c'est le Bernie Wrightson. Bernie Wrightson, voilà, on sait qu'il sortira d'ici la fin 2025 en librairie. Il nous reste plein de choses à ajuster derrière, il y a pas mal de boulot, mais ça va être un titre hyper cool. Mais entre mon estimation initiale qui était de le publier genre en mars de cette année et la réalité où il va peut-être finir en novembre ou décembre, il y a des ajustements que j'ai fait aussi et qui se font alors aussi parce qu'on a un autre segment qui est la création et dont on va dire les achevés de travaux varient énormément selon les artistes. Il y a des auteurs qui prévoient de terminer un album en 15 mois et qui vont le faire en 12 ou des fois en 20. Donc il n'y a pas de là-dessus. En fait, moi, je jongle aussi avec ces délais de parution aléatoires et qui font que de temps en temps, je dois glisser des mouvements dans les plannings. Mais et comme ce sont souvent en plus des titres attendus, tu vois, donc ça fait que faut leur trouver une place. Donc ça veut dire qu'un titre qui pouvait être positionné à un endroit va être décalé. Donc non, sur le nombre, en fait dans les moments pour faire un parallèle avec l'économie, dans les moments, on va dire où ça secoue, faut toujours la meilleure solution, c'est d'être stable par rapport à ça, c'est-à-dire de pouvoir maintenir ce qu'on propose, de pas non plus faire n'importe quoi.
et proposer au lecteur des choses assez facilement identifiables et surtout dans lesquelles ils vont pouvoir se lancer ou pas dans la lecture. Si ce serait leur proposer 3 fois plus de Love and Rockets, par exemple, en disant, alors cette année, on en avait prévu 4, vous allez en avoir 12. Ok. Bah, si tu veux, je vais peut-être t'en prendre 4, mais les autres, on verra l'année prochaine. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Donc ouais, la stabilité, le fait que on a un lectorat qui soit, en tout cas celui qui est sollicité, extrêmement large, fait que, bah, pour le coup, moi, je joue la carte de la stabilité pour continuer à installer les titres, progresser, etc. Et je crois que c'est la question que je te pose chaque année, mais sur la modalité de publication, en fait, qui est de faire un financement participatif pour chaque album, ça, malgré le temps que ça demande, malgré l'énergie que ça te prend, tu n'en dérogeras pas pour l'instant. Et je crois que je te la demande chaque année, c'est est-ce qu'un jour Comics Initiative fera un album qui sortira du circuit du financement participatif pour avoir une façon entre guillemets normale de fonctionner? Bah, c'est déjà le cas sur quelques titres. Par exemple, on a un titre qui s'appelle Une histoire de solidarité, où le 3e tome sort, on va dire, le 21 février, et le 4e sortira en juin. Et c'est un titre que l'on a fait complètement à part, qui fonctionne extrêmement bien. Enfin, on a retiré plusieurs fois le 1er tome. Le 2e, on a du coup boosté l'impression d'office pour éviter de se retrouver piégé. Mais c'est un titre qui passe sous tous les radars, a trouvé plus de 6000 lecteurs sur son 1er tome. C'est pas rien. C'est pas rien. Et pour le coup, tu vois, ça va dépendre. Là, effectivement, sur celui-ci, on s'est engagé, on s'est engagé sur cette thématique qui nous semblait importante, qui est celle du syndicalisme, comprendre comment ça s'est notamment mis en place à travers une grande entreprise qui est celle d'EDF, qui en fait a le plus gros CE de France, on s'en rend pas compte, mais qui participe depuis des décennies à l'amélioration notamment de la culture en France, à travers les financements ou les aides qu'il donne à de nombreux festivals, par exemple, tu vois. Et en fait, c'était plutôt intéressant de voir qu'aujourd'hui, pour faire un parallèle avec ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est intéressant de montrer que même si on est tout petit, entre guillemets, on est solidaire et qu'on est ensemble, bah, finalement, on peut faire de grandes choses. Donc ça, c'est un parcours qui est extrêmement intéressant et qui est scénarisé par un excellent scénariste qui bosse qui a plein de publications chez Futuropolis, qui s'appelle Simon Rochepeau. Voilà, ça c'est un bouquin voilà enfin c'était un truc voilà qu'on a fait de manière différente. Tout dépend en fait aussi de la manière dont on peut le faire. Là effectivement on a eu on va dire une manière de faire qui était assez différente, pour lequel on n'a pas fait n'importe quoi non plus, tu vois. Mais pour l'instant, j'aime aussi à le rappeler, le fait notamment de proposer chaque titre en financement participatif, c'est un risque à chaque fois. Moi, il y a des titres qui, voilà, c'est pas parce que j'ai planifié un titre ou anticipé un titre en me disant, allez hop, on te balance sur Ulule et puis ça va le faire, c'est cool. Non, ça marche pas comme ça en fait. Si ça se plante, bah voilà, je me ferai violence et je sortirai pas l'album. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi du deal initial. Donc cet aspect risque, il est à plusieurs niveaux. Pourquoi s'entêter à vouloir faire un bouquin s'il y a 3 personnes qui veulent le lire? Enfin, tu vois, après faut se dire, bah peut-être qu'on était 3 personnes, voilà, les plus formidables du monde, mais à quoi ça sert de dynamiter une forêt entière pour faire un bouquin? Voilà, enfin, c'est plein d'aspects qui sont extrêmement casse-gueule en fait, extrêmement enfin, c'est pas cool. Donc autant le faire de manière cohérente. Et puis surtout, ça nous permet également de confier ensuite uniquement au libraire la destinée du bouquin, c'est-à-dire que on reste ancré avec notre position qui est que Amazon ne distribue pas nos livres. C'est un choix, tu vois. C'est comme par exemple, on a arrêté en fin d'année, nous, de participer à la diffusion sur Twitter enfin sur le réseau Twitter de X, pardon, euh,
de toutes les informations news, parce que concrètement, si on avait une petite communauté de lecteurs super cool qui nous suivaient, extrêmement positif, ça c'était vraiment le côté vraiment intéressant. On était quand même en train de participer à un réseau qui pue, quoi. Faut être honnête avec, quand tu vois les actualités, 9 posts sur 10 qui sont ouvertement, je dirais, au mieux d'extrême droite, si on peut pas dire raciste ou pire. Donc, pas que raciste, hein, d'ailleurs, niveau sexiste, enfin tout ce qu'on veut, en tout cas, de négatif se retrouve dessus. Voilà. Donc tout ce qu'on n'aime pas. Là, je rigole. Mais non, enfin voilà, c'est des choses qui il faut un moment être accord aussi avec nos valeurs, et je juge pas ceux qui restent, hein, par ailleurs. Je trouve, voilà, c'est un choix, c'est un choix moral aussi. C'est-à-dire qu'à un moment de se dire, de voir que de la merde, au bout d'un moment, t'en viens de poser la question, est-ce que je vais pas finir par penser comme ça, hein, tu vois? Donc ça, il y a eu ce choix-là, voilà. Donc on a ouvert, pour le coup, on avait déjà ouvert Blue Sky et Threads. Bon, c'est pas des médiums qui, pour l'instant, fonctionnent énormément, mais on a comme volonté derrière de créer une sorte de nouveau rapprochement auprès des lecteurs, avec ne serait-ce que des gens en premier lieu, un Discord qu'on est en train de mettre en forme, qui va nous faire un lien encore plus direct pour les lecteurs s'ils veulent nous apostropher, échanger. Et puis également d'autres petites choses, tu vois, avec notamment essayer d'alimenter un peu le lien YouTube, Twitch, ce genre de choses qu'on fait pas jusqu'ici vraiment de manière très très précise, mais en tout cas voilà, c'est des projets qu'on a, voilà, d'essayer de compenser, on va dire, un choix en proposant encore plus d'accessibilité auprès de nos titres et de nous si besoin est. Non, c'est vrai que c'est pour une maison d'édition qui au final ne veut juste qu'informer sur ses titres, en fait, sachant que tout ce que tu publies sur une plateforme privée peut être utilisé par la plateforme en question. C'est effectivement, c'est pas la même chose que en ce qui me concerne, par exemple, où moi je suis un média, et en fait je me dis que si je quitte ce genre de réseau là, c'est le laisser aussi le laisser entièrement libre à déjà des personnes effectivement aux idées très dégueulasses, et sinon aussi à des gens qui pratiquent, en fait, qui utilisent l'information avec une éthique beaucoup moins respectable. Donc mais c'est vrai que c'est un vrai dilemme, et de la même façon que je te comprends. Et je te répondrais que Threads, c'est méta, donc vu l'état de Mark Zuckerberg et ses déclarations récentes, c'est pas forcément mieux que... je pense que tu sais, si dans 4 ou 5 ans, on va dire l'orientation politique américaine change, Mark Zuckerberg changera également. Hein. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être une belle girouette. Donc ça me surprendrait pas d'ailleurs, mais bon, je vous espérais que ça change vite, mais bon, c'est autre chose. Je pense qu'il va falloir être patient, un petit peu patient. Mais avant que ça non, on me reproche déjà assez d'être de gauche, donc ne transformons pas ce podcast en une vive leçon de moralisation gauchiste. Mickaël, dis-moi plutôt, à quoi peut-on s'attendre en 2025? Je vois sur ta page Ulule. C'est un parti politique de gauche. Ça, vas-y, je te suis au pire, hein. Mais au-delà de ça, il y a des BD qui arrivent. Donc si on est sur ta page Ulule, on voit que dans ce qui arrive, donc tu as mentionné L'Île Mort avant, bande dessinée historique, il y a Palimpseste, pardon, qui est un ouvrage plutôt de type de témoignage, alors. C'est ça, ouais. Alors là, on est sur un roman graphique qui parle de l'adoption, en fait, de l'autrice. En fait, c'est une œuvre autobiographique où elle va parler du fait que elle a grandi auprès de parents donc suédois, et elle savait qu'ils ne lui ont jamais caché qu'elle était d'origine coréenne, mais elle s'était jamais posé la question, Lisa, de ses origines, en fait, d'où elle venait. Elle disait je suis d'origine coréenne, voilà, j'ai le regard des autres sur moi qui n'est pas forcément toujours très bienveillant. Et puis en fait, le jour où elle va devenir maman, pour la 2e fois, et en fait les questions qu'elle avait elle-même repoussées jusque-là concernant son passif entre guillemets, qu'elle ne connaissait pas, vont l'interpeller et se dire maintenant il faudrait quand même que j'aille un peu plus loin et que j'essaye de découvrir d'où je viens, qui sont mes vrais parents biologiques. Et elle va partir pour le coup avec sa propre famille en Corée du Sud. Et donc là où
le mot palimpseste a un réel sens qui signifie en fait un papier sur lequel on réécrit sans cesse. Tu vois, c'est un peu, en fait, chaque réécriture cache l'autre, en fait. Et ben, en fait, on se rend compte qu'en Corée, c'était extrêmement compliqué de pouvoir essayer d'avoir des traces de tout ce qui a pu se passer pendant des années, comme si ça avait voulu être en quelque sorte caché, oublié. Le fait que l'on confie à des familles à l'étranger les enfants du pays, entre guillemets, et ça rend une histoire qui est vachement instructive, qui est très touchante et qui nous montre l'adoption sous un angle assez différent, c'est-à-dire qu'on a tendance un petit peu à idéaliser ça, et ça nous montre un parcours vraiment. Enfin moi, voilà, c'est une œuvre que j'ai trouvée vachement intéressante dans une ligne graphique très différente là encore, mais un récit intimiste qui à mon sens a du poids et je suis assez persuadé que ça va trouver des échos extrêmement favorables par la suite. Voilà, c'est un bon bouquin. Quoique, en plus, comme tu disais sur le planning Ulule, en fait, le planning Ulule s'est mis posé comme ça de temps en temps pour avancer. Dans les choses qui vont arriver, on a pris le temps aussi de se pencher sur une série que les lecteurs de Comics Initiative aiment bien, qui est Money Shot. Money Shot, on continue, puisque le tome 4, on va le proposer bientôt. Dessiné par Gisèle Lagacé, donc dessinatrice de Ménage à trois, une série qu'on aime beaucoup, qui trouve là encore progressivement son public, donc ça c'est vraiment cool. Faut qu'on se batte, tu vois, parce que c'est pareil. Il a ce titre, enfin même ces deux titres d'ailleurs ont été mal présentés, je dirais, par le distributeur qui en parlait comme des titres porno. On est quand même assez loin d'un titre pornographique dans les deux cas, et on est plutôt sur des titres, coquins. Oui, ça reste très soft dans le coquin, quoi. Bah c'est ça, donc il y a vraiment toute cette démarche de toujours pédagogique presque auprès de chaque titre pour bien faire comprendre quelles sont les intentions des auteurs et des autrices dedans. Et pour le coup, ça devrait nous permettre de voir Gisèle Lagacé venir nous rendre visite là pour le coup lors du festival Quai des Bulles. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit avec elle. Donc Money Shot tome 4, ouais, ça c'est dans les tuyaux, ça va arriver normalement assez vite. Qu'est-ce qui va bientôt arriver? Des titres qu'on avait déjà de toute façon annoncés, hein. C'est vrai que Holy Roller va arriver, Local Man aussi, ça c'est des choses qu'on essaye un petit peu de placer également par rapport aux différents types de création, aux différents types de chantiers qu'on a lancés. Love and Rockets, hein, voilà, c'est en cours, et pour le coup Love and Rockets, voilà, on est super content d'avoir rattrapé, certes très vite pour beaucoup, trop vite peut-être pour certains, mais je dirais quand t'as beaucoup de retard, t'essayes de le combler le plus vite possible. Non, mais c'est déjà exceptionnel, déjà tout le travail accompli là sur Love and Rockets, le fait que le deuxième coffret d'intégrale arrive déjà, c'est ouf quoi, en vrai. Pour une série qui n'avait jamais été éditée au complet avant, que par bribes, en fait, là, ce qui est en train d'être accompli, pour le coup, c'est assez exceptionnel. Puis ce que je vois, c'est qu'on a pas mal de lecteurs qui voulaient pas y aller au départ parce qu'ils avaient déjà participé aux anciennes éditions, tu vois, et qui là se disent ah merde, les petits cons, ils vont le faire en fait. Ils vont réussir à purée, ouais, ça fait beaucoup de volume à rattraper là quand même. Ouais, et là, tu vois, de temps en temps, on voit que, notamment en salon ou sur même nous via le site, hein, on voit de temps en temps, 8 intégrales qui partent. Ah ouais, ok, d'accord. Donc voilà, on voit aussi les mouvements en librairie. On sait qu'il y a des libraires qui travaillent le titre depuis le début, qui continuent de le bosser, et on voit que ça continue de partir. Donc ça fait plaisir. C'est un titre qui a besoin d'une adhésion permanente, qui a besoin d'être défendu tout le temps pour pouvoir toucher des bribes de nouveaux lectorats. Et pour l'anecdote, c'est un titre qui est optionné par les producteurs télé, par les acteurs depuis plus d'une quarantaine d'années pour être adapté. Voilà, ça se fera jamais. C'est une œuvre tellement tentaculaire, ou alors je vois bien un Netflix, tu vois, une plateforme comme ça qui peut se dire ça nous fera plein de saisons si ça marche, ou annuler au bout de la première parce que ça n'a pas fonctionné comme il l'entendait évidemment.
Mais voilà, c'est une œuvre qui a tellement de choses à raconter, tellement de choses à montrer que euh, ouais, j'ai envie de dire, ceux qui ont pris le train en marche dès le début, bah forcément la douloureuse est moins importante, ou en tout cas plus régulière mais moins forte. Là où les lecteurs qui étaient passés volontairement ou pas à côté, bah du coup rattrapent par bloc en fait. Donc ça c'est donc ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, je sais qu'il y a un auteur que t'aimes bien, qui est James Tocco, bah ça enfin, il va y avoir enfin un titre et qui n'est pas Orphan 2 parce que ce brave James n'avance pas à la vitesse que nous lecteurs souhaiterions. Mais en tout cas là, ce sera un récit complet, voilà. Donc on est plutôt en train de définir la forme et la version française du titre, parce que j'avoue qu'on veut un titre assez fun et on a une bribe qui est assez intéressante. Euh, Qu'est-ce qui va arriver si dans les on va évidemment avoir les nouveaux tomes de Foxboy, le tome 4 qui va arriver, le tome 3 de Paria. C'est deux tomes qui sont vachement attendus, tu vois. Donc ça c'est cool. Dans les alors là je parle vraiment hors Ulule, mais par exemple le dessous de Bones qui avait fait Blue Moon l'an dernier, bah du coup va paraître bientôt. Donc voilà, on doit se voir pour échanger les gros fichiers. Le Stan et Martha, c'est pareil, ça avance vachement. Tu vois, tiens, petite anecdote, je suis hyper content de voir que l'engouement autour de Verse a encore progressé sur la troisième campagne du LUL, parce que c'est une série qui mérite vraiment d'être découverte et qui a son propre univers. Vraiment, Sam Beck c'est une autrice assez incroyable, je trouve, en termes de storytelling et de création d'univers. Enfin, je suis très content de voir que la troisième campagne a encore mieux fonctionné que la 2, qui avait mieux fonctionné que la première. C'est un titre très discret. Mais qui a un bon bouche à oreille, alors en tout cas, un bon. Bah, c'est ça. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, Et alors, je vois aussi une case là, Maran par GG. Marrant. Ouais. Marrant. En fait, marrant, on avait. comme ça. Okay. Ouais, c'est une parodie de Raon ou. Ouh là là, bravo. Bien vu, c'est ça. En fait, c'est GG, donc c'est l'auteur notamment de Monsieur Tendre qu'on avait ressorti il y a quoi, il y a 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, 2 ans, ouais. Et pour le coup, il y a 2-3 livres avec GG qu'on aurait aimé rendre de nouveau disponibles, dont ce fameux Marrant, qui est un bouquin qui parodie effectivement Raon de manière ouverte et sans complexe. Et là, on a déjà commencé les scans des originaux pour les retravailler, etc. On a déjà retravaillé la couverture, on attend maintenant les validations. Mais ouais, là on est sur, tu vois, une autre fibre de ce qu'on propose, c'est-à-dire rééditer quelques titres patrimoniaux, mais aussi en franco-belge. Et pour le coup, si on a lu Monsieur Tendre, voire Marrant, on se dit ah ouais, le GG au niveau du dessin, c'est quand même assez fou, hein. Le gars a un coup de crayon assez magistral et vraiment le bouquin fonctionne très bien. On a même prévu dedans un récit complètement inédit qui est là encore parodique, un détournement autour de Colombo. Voilà, du fameux inspecteur Colombo, voilà, de faire une sorte de beau bouquin comme on l'avait fait avec Monsieur Tendre. Donc ça c'est en cours. Ça fait des mois qu'on se dit c'est bon, il va falloir démarrer. On y va pas. Et hop, on a commencé à placer la campagne. Donc ça avance, on travaille dessus au fur et à mesure. Non, il va y avoir aussi un double feature. Alors là, tu vois, je suis en train de définir les deux titres qui iraient ensemble, parce que c'est vrai que on a pas mal de choses qui sont, on va dire, dans les starting blocks et qu'on aimerait bien soit mettre ensemble, tu vois. On a un titre de Zach Kaplan qui est Forever Forward, qui est un titre de SF qui joue sur le voyage temporel, tu vois. On a le James Tocco où là on est sur un gros délire, mais qui à mon sens ne fait pas écho. Non, on a un titre qu'on a pareil là pour le coup, si on devait faire un double feature qui pourrait faire écho à Holy Roller, ce serait le Against Hope de Victor Santos. Mais on est sur un format différent, on est sur voilà, qui tous les deux, on va dire, partagent leur appétence à discuter avec des gens
extrême d'une manière beaucoup plus simple et à mon avis constructive, c'est-à-dire leur taper dessus. Pardon. Mais qui voilà, en tout cas, nous propose des récits assez forts et marqués. Non, puis qu'est-ce que je veux dire? Non, dedans on a pas mal de choses qui vont être lancées prochainement. Là, on continue à publier notre série jeunesse qui s'appelle Hocus Pocus, tu vois, qui est une petite série qui paye pas de mine, mais voilà, dont on a des vrais gros fans en fait, des enfants qui se sont lancés là-dedans et qui nous le réclament régulièrement, donc ça fait plaisir. Et donc ouais, non, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver vite sur Ulule, et puis qu'on essaye de planifier aussi rapidement derrière en librairie pour que derrière ça puisse continuer à vivre tout simplement. Donc notamment aussi un prochain projet avec Marco Fontanini avec qui on a fait le Nosferatu. On a un truc qui voilà, on verra si on borde bien le tout, mais on devrait en entendre parler, ça j'en doute pas, mais voilà, ça va être un super bouquin en tout cas, ça c'est clair. Voilà, bref, il y a pas mal de petites choses et puis on attend, tu vois, d'avancer aussi sur d'autres projets comme qui sont plus ou moins mis en attente ou qui sont très très lents avancés. Il y a celui avec Garfénis, il y en a un autre avec Corbéran que l'on en est au tout début, on va dire dans les premières étapes, mais qui peut faire quelque chose d'assez cool. Donc bref, voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver incessamment sous peu. Et ça fera beaucoup de travail et on aura plaisir à suivre tout ça au fil des prochains mois. En tous les cas, Mickaël, je te remercie de m'avoir accordé de ton temps. Pareillement. Par ce beau dimanche après-midi. On se retrouvera de toute façon pour débriefer tout ça d'ici l'année prochaine un peu pour voir tout ce qui est sorti de tes imprimeries. Et puis on espère surtout à ceux et ceux qui nous écoutent que ce type d'émission ça vous plaît, que vous appréciez le travail fourni avec ces podcasts, et si c'est le cas, n'hésitez pas simplement à partager les podcasts sur vos réseaux sociaux, à en parler un petit peu autour de vous, et pourquoi pas votre libraire s'il ne connaît pas Comics Initiative, n'hésitez pas à leur en glisser un mot. Et puis moi, Mickaël, je te dis à très bientôt. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. À la prochaine. Merci tout le monde.